Je n'ai pas pleuré quand mon mari m'a dit que mon héritage ne nous appartenait pas. Je n'ai rien jeté quand il a annoncé que nous devions désormais gérer nos finances de manière totalement séparée. Je l'ai simplement regardé par-dessus la table de la cuisine, cette même table que j'avais rénovée moi-même 7 ans auparavant, faute de moyens pour acheter de nouveaux meubles, et j'ai dit « Tu as tout à fait raison. Soyons justes sur toute la ligne. » Il a souri. Ce sourire condescendant que j'avais pris pour de la confiance, mais dont j'avais compris qu'il n'était que de l'arrogance dissimulée sous un beau costume. « Je suis content que tu comprennes, chérie, » a-t-il dit en attrapant déjà son téléphone. C'est juste une question de gestion financière intelligente. L'argent de ta grand-mère est à toi. Ce que je gagne est à moi. C'est clair et net. Simple et clair. Ces mots allaient le hanter. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le décès de grand-mère Rose. 3 semaines depuis que l'avocat avait lu son testament et que j'avais appris qu'elle me léguait $600 000, toutes ses économies, accumulées au fil des décennies grâce à des investissements judicieux et une vie modeste dans la même petite maison de l'Ohio. J'avais pleuré alors, non pas à cause de l'argent, mais parce que j'avais perdu la femme qui m'avait élevée après la mort de mes parents, quand j'avais 8 ans. Celle qui m'avait appris que la gentillesse n'était pas une faiblesse et que tenir ses comptes n'était pas seulement une bonne pratique, mais une question de survie. Mon mari, Trevor, n'avait pas pleuré aux funérailles. Il avait consulté son téléphone à 2 reprises pendant la cérémonie, mais il s'était montré très intéressé par mon héritage. La première semaine, il m'avait soutenu. « Prends le temps de faire ton deuil, ma chérie. On s'occupera de l'argent plus tard. » La deuxième semaine, il avait été serviable. « Je peux te recommander un conseiller financier, quelqu'un qui sait gérer ce genre de rentrée d'argent inattendue. » La troisième semaine, il était devenu possessif. « J'y ai réfléchi, » avait-il dit mardi dernier, « et je pense que tu devrais garder cet argent séparément, à ton nom uniquement. Ce ne serait pas juste de le mélanger à nos biens communs. » Je remplissais le lave-vaisselle, une corvée que je faisais tous les soirs après avoir préparé le dîner. Une autre corvée que je faisais tous les soirs. Je me suis arrêtée, une assiette à la main, et j'ai dit « Pourquoi ce ne serait pas juste ?»« Eh bien, tu ne l'as pas gagné. C'est un héritage. Ce n'est pas comme l'argent que nous avons bâti ensemble. » L'assiette aurait pu se casser. Elle aurait dû se casser, vu la violence avec laquelle je l'ai posée. Mais j'avais appris à me contrôler pendant 14 ans de mariage. Je vois. J'avais dit, donc mon héritage ne nous appartient pas, mais ton salaire, si. C'est différent. Je travaille pour gagner mon argent. Lui, il t'est tombé du ciel. Comme ça. C'est alors qu'il m'a suggéré de séparer nos finances. Désormais, avait-il précisé, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. On partage toutes les dépenses à 50-50e. C'est la moindre des choses. Et j'avais acquiescé. Il avait paru surpris, peut-être même déçu que je ne proteste pas. Il avait sans doute préparé des arguments, répété son raisonnement, mais j'avais simplement hoché la tête et dit « D'accord, faisons les choses correctement. » Super, avait-il dit, son sourire réapparaissant. Je vais créer un tableau partagé pour les dépenses du ménage. Parfait, avais-je répondu. Je vais aussi rassembler quelques justificatifs, histoire d'être sûr que tout soit parfaitement clair. C'était il y a 5 jours. Me voilà maintenant assise à cette même table de cuisine, mon ordinateur portable ouvert, entouré de 14 ans de relevés bancaires, de factures de cartes de crédit, de reçus que j'avais conservés dans des boîtes étiquetées au sous-sol, et d'un bloc-notes jaune couvert de calculs. Grand-mère Rose m'avait appris à tout garder. Chaque reçu, chaque transaction. Elle avait survécu à la Grande Dépression et à un mari qui avait essayé de lui cacher de l'argent. Les papiers ne mentent pas, ma chérie. Elle disait toujours, quand quelqu'un te montre qui il est, assure-toi d'en avoir la preuve. Je pensais que c'était de la paranoïa. En fait, c'était de la préparation. Ma meilleure amie, Rachel, était assise en face de moi, son propre ordinateur portable ouvert, ses lunettes de lecture sur le nez. Rachel était assistante juridique dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille en centre-ville. Elle avait jeté un coup d'œil à tout ça. Rachel a examiné la proposition financière de Trevor et a dit « Oh, chérie, laisse-moi t'aider. » « D'accord, » a-t-elle répondu en jetant un coup d'œil à son écran. « Commençons par l'apport initial pour la maison. Tu as dit avoir contribué à hauteur de combien ? 40 000.
Toutes mes économies d'enseignante avant notre mariage et Trevor 10 000. Mais il a toujours dit que c'était notre apport initial à parts égales. Rachel a haussé un sourcil. Noté. Et les mensualités du prêt immobilier? J'ai sorti le tableau que j'avais créé. Pendant les 6 premières années, nous avons partagé les frais équitablement. Ensuite, je suis passée à temps partiel à l'école pour pouvoir être à la maison quand les enfants descendaient du bus. Trevor disait que c'était logique, vu que sa carrière décollait. Traduction. Tu as accepté une baisse de salaire pour la famille et il a gardé l'intégralité de son salaire. J'ai payé ce que je pouvais avec mon salaire à temps partiel, et j'ai aussi couvert toutes les courses, les dépenses des enfants et les articles ménagers. Il payait le prêt immobilier et les factures. Rachel tapait frénétiquement. Et tu es passé à temps partiel parce que son travail impliquait des déplacements. Il fallait bien que quelqu'un soit à la maison avec Emma et Jake. Le programme de perfectionnement coûtait presque aussi cher que mon salaire. Tu as donc sacrifié ta carrière pour la sienne. Je n'y avais jamais pensé. Je suppose. Ne fais pas de suppositions. As-tu refusé le poste de chef de département dans ton école? Oui. Il y a 8 ans. Cela aurait impliqué des réunions en soirée et la préparation des cours d'été. Combien aurais-tu gagné de plus? J'ai ouvert un autre document. Le salaire de départ aurait été de 15 000 $ de plus par an. Avec les augmentations, je gagnerais probablement 75 000 $ maintenant au lieu de 48 000 $. Les doigts de Rachel ont parcouru son clavier à toute vitesse. Donc, en étant prudent, tu as perdu environ 200 000 $ de revenus, sans compter les cotisations de retraite. D'ailleurs, j'ai retiré 60 000 $ de mon plan d'épargne retraite lorsque Trevor a commencé son MBA. Il en avait besoin pour payer ses frais de scolarité, car son entreprise n'en couvrait que la moitié. Rachel s'est tue. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Dis-moi qu'il t'a remboursé. Il a dit que c'était un investissement pour notre avenir. Une fois diplômé. S'il avait été promu, nous en aurions tous les deux profité. En as-tu profité? J'ai pensé à la nouvelle Tesla de Trevor, à son abonnement au club de golf, au week-end à Vegas de son pote. Pas proportionnellement. Non. Chérie, tu sais que je t'aime, mais il faut qu'on ait une discussion franche. Ton mari t'exploite financièrement depuis plus de 10 ans. J'allais commencer à protester, mais elle a levé la main. Écoute-moi bien. Tu as payé ses études. Tu as sacrifié ta carrière. Tu as subvenu aux besoins des enfants et de la maison pendant qu'il s'enrichissait à son seul nom. Et maintenant que tu as ton propre argent, il veut séparer les finances. Ce n'est pas de la protection. C'est de la prévention contre le vol. Ces mots m'ont glacé le sang. Que faire? Ai-je demandé. Rachel a souri. Ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était le sourire qu'elle arborait quand elle avait trouvé l'argument parfait pour démolir l'argument de son adversaire. On lui donne exactement ce qu'il veut. Des finances séparées, parfaitement équitables, 50-50e surtout. Je ne comprends pas. D'abord, il faut appeler mon patron. Il vous faut un avocat. Pas n'importe lequel. Patricia Chen. C'est la meilleure avocate spécialisée en divorce de l'État. Je ne divorce pas. Pas encore. Mais vous allez avoir besoin de conseils juridiques pour ce que nous allons faire. Croyez-moi. 3 heures plus tard, j'avais consulté Patricia Chen, une femme perspicace d'une 50aine d'années qui avait écouté mon histoire sans m'interrompre, examiné les documents rassemblés par Rachel et prononcé 3 mots, dissipation des biens. Excusez-moi, mais votre mari a systématiquement dilapidé les biens matrimoniaux à son seul profit. Son MBA, sa voiture, ses dépenses personnelles. Pendant ce temps, vous avez pris en charge les frais du ménage et de la garde des enfants. En cas de divorce, on pourrait plaider qu'il vous doit un remboursement, mais je ne divorce pas. Je sais que vous l'avez dit, mais voici ce que vous allez faire. Vous allez accepter sa proposition de séparation des finances, et ensuite vous allez lui facturer. Lui facturer. Patricia sourit en guise de remerciement. Garde d'enfants. Ménage, cuisine, gestion financière, organisation sociale, le tout au tarif du marché. Forcément, pendant ces 14 années, j'en suis restée bouche bée. Tout est parfaitement légal, a-t-elle poursuivi. S'il veut considérer votre mariage comme une affaire commerciale, traitons-le comme tel. Je suppose que vous vous occupez de son pressing. Oui.
Des courses selon ses préférences. Oui. La préparation de ses repas tous les soirs. La gestion des emplois du temps des enfants, les rendez-vous médicaux, les communications avec l'école, tout ça. Le sourire de Patricia s'est élargi. Alors vous avez fait office d'assistante personnelle, de cuisinière, de femme de ménage et de nounou non rémunérée. Nous allons calculer le coût de tout cela sur le marché libre, et ensuite nous lui enverrons la facture. Rachel m'a serré la main. Mais d'abord, on va s'amuser un peu. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et j'ai préparé mon petit déjeuner habituel. Du café frais dans sa tasse préférée, des œufs brouillés au fromage, des tartines avec sa confiture préférée, et chère, et une salade de fruits. Puis j'ai tout jeté. Quand Trevor est descendu, il m'a trouvé en train de manger un bol de céréales. « Où est le petit déjeuner » a-t-il demandé. J'ai levé les yeux de mon téléphone. « Oh, tu voulais déjeuner. Ça fera 18 $. » Quoi? Bon, on gère nos finances séparément maintenant, non? 5050 $ pour tout. Un petit déjeuner au restaurant coûte environ 18 $. Si tu veux que je le prépare, c'est le prix courant. Espèce ou Venmo. Son visage a pris une expression complexe. Tu plaisantes. Tu as dit qu'on devait être équitable. Un chef à domicile facturait encore plus cher, mais je te fais une réduction familiale. Tu es ma femme, pas une chef. Justement. Je suis ta femme, alors peut-être qu'on devrait tout partager équitablement, y compris mon héritage. Sa mâchoire s'est crispée. On a convenu de gérer nos finances séparément. C'est vrai. Alors, petit déjeuner? Oui ou non? Il a pris ses clés. Je prendrai quelque chose en allant au travail. Parfait. Ce soir-là, j'ai servi le dîner aux enfants et à moi. Quand Trevor est rentré à 19 h, il nous a trouvés en train de finir de manger. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir » a-t-il demandé. J'ai fait un sauté de poulet. Mais tu n'as pas commandé, alors il n'y a pas de reste. Commandé. Oui. À partir de maintenant, si tu veux que je cuisine pour toi, il me faudra un préavis de 24 heures et le paiement d'avance. Un repas fait maison, avec mon niveau de cuisine, coûte environ 35 $. Emma, ma fille de 12 ans, avait l'air perplexe. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père et moi, on essaie un nouvel arrangement financier. Ma chérie, tout va bien. Trevor était rouge de colère. C'est ridicule. Ah bon? Tu voulais des finances séparées. Je les sépare. Tu peux cuisiner tes propres repas. Bien sûr, les courses sont dans le frigo. Oh, mais ce sont des courses que j'ai achetées. Alors tu devras me rembourser tout ce que tu utilises. J'ai une liste détaillée. Il m'a fixé du regard. Je l'ai fixé en retour. Il a commandé à emporter. La semaine suivante, j'ai continué à me plier à ses exigences avec une certaine malice. Son linge sale était dans un panier avec un mot, service de lavage et pliage. 45 $. La pelouse n'a pas été tondue. Je lui ai donné les coordonnées et les tarifs des paysagistes. Sa mère a appelé pour organiser le dîner du dimanche. Je lui ai dit que je devais être payée pour recevoir ou qu'elle pouvait emmener son fils au restaurant. Cet appel était risqué. Suzanne, ma belle-mère, avait toujours été froide avec moi. Pas méchante à proprement parler, mais distante, comme si je n'étais pas assez bien pour son fils. Je m'attendais à ce qu'elle soit furieuse. Au lieu de cela, elle s'est tue. Puis elle a dit, « Je vois. Je vais en parler à Trevor. » La maison était devenue un champ de bataille où chaque service était détaillé. J'avais délimité les zones, le salon, le ménage, l'agencement des meubles, mon compte Netflix. Trevor pouvait y accéder moyennant un forfait journalier. Les belles serviettes étaient à moi. Il pouvait utiliser celles, usées jusqu'à la corde, de la fac ou les siennes. J'avais même calculé les charges en fonction de la superficie de son espace personnel. L'incident de la douche froide s'est produit le 9e jour. J'avais payé exactement 50% de la facture de gaz du chauffe-eau, mais j'avais aussi calculé que je consommais moins d'eau chaude que lui sous la douche. J'avais donc réglé la température du ballon pour ne répondre qu'à mes besoins. Son hurlement depuis la salle de bain était incroyablement satisfaisant. « Tu te moques de moi » rugit-il, apparaissant en serviette, dégoulinant et furieux. « Qu'est-ce qui se passe »
L'eau est glacée. Ah bon? Eh bien, j'ai payé 50% de la facture de gaz, ce qui fournit assez d'eau chaude pour une douche complète par jour. J'ai pris la mienne ce matin. Si tu veux de l'eau chaude, toi aussi, tu devras payer le supplément gaz. Je peux t'envoyer le calcul. C'est absurde. C'est juste. C'est ce que tu voulais. Emma observait la scène depuis l'embrasure de sa porte, son expression oscillant entre l'horreur et la fascination. Jake, mon fils de 9 ans, semblait effrayé. Je me suis immédiatement calmée. Les enfants, allez dans vos chambres 1 minute. D'accord. Une fois qu'ils furent partis, Trevor s'approcha en baissant la voix. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je fais exactement ce que tu demandes. Des finances séparées à 50/50. C'est juste. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Trevor? Parce que de mon point de vue, tu voulais protéger ton argent tout en profitant des avantages d'avoir une femme qui gère toute ta vie. Ce n'est pas à ce moment-là que tu as parlé de finances séparées. Tu croyais que j'allais continuer à cuisiner, faire le ménage, laver ton linge, m'occuper des enfants et organiser ta vie gratuitement? Son silence en disait long. Voilà le problème, poursuivis-je d'une voix calme. Je fais tout ça depuis 14 ans, tout en travaillant et en élevant nos enfants. Et je le faisais avec plaisir parce que je pensais que nous étions partenaires. Mais tu as été clair, nous ne le sommes pas. Nous sommes colocataires, avec un arrangement. Alors, considérons ça comme tel, tu es mesquin. Je suis juste. Il y a une différence. Il ouvrit la bouche, la referma, puis attrapa son téléphone et quitta la pièce. Je l'entendis passer un coup de fil, probablement à son ami avocat, Marc. Tant mieux. Je m'y attendais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était l'appel de Suzanne le lendemain. On prend un café, me demanda ma belle-mère. Juste toutes les deux. Je la rejoignis dans un café du centre-ville. Méfiante. Suzanne ne m'avait jamais invitée à prendre un café. Pas en 14 ans. Elle était déjà installée à mon arrivée. 2 tasses sur la table. Elle avait commandé mon habituel latte au lait d'avoine avec un supplément d'espresso. Merci d'être venue, dit-elle tandis que je m'asseyais. Bien sûr. Elle m'observa un instant, puis ajouta, Trevor m'a appelé. Il est contrarié. Je sais. Il dit que tu es déraisonnable au sujet de cette situation financière. Je me préparais à la leçon. Au lieu de cela, Suzanne dit, il a tort. Je clignai des yeux. Je suis désolée. Mon fils a tort et il fait l'idiot. Elle prit une gorgée de son café. Il faut que je te dise quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Quand le père de Trevor et moi avons divorcé, il a essayé de faire la même chose. La séparation des finances, entre autres. Robert gagnait bien sa vie. Je suis restée à la maison avec Trevor et sa sœur. Quand Robert a décidé de partir, il a prétendu que tout lui revenait de droit parce qu'il l'avait mérité. Peu importait que j'aie élevé les enfants, géré la maison, soutenu sa carrière. Que s'est-il passé? J'ai pris une avocate, une bonne. Elle m'a expliqué le principe du partage équitable et la valeur du travail non rémunéré. Robert a fini par payer beaucoup plus que s'il avait été juste dès le départ. Suzanne fouilla dans son sac et en sortit une carte de visite. Celle de Patricia Chen. Tu l'as déjà appelée? Oui, je l'ai fait. La semaine dernière, après que Trevor m'a parlé de son plan de séparation des finances. Je voulais m'assurer que tu aies de bons conseils juridiques. Je fixais cette femme qui m'avait toujours été froide. Pourquoi? Son regard croisa le mien. Et pour la première fois, j'y vis de la tristesse. Parce que je me suis trompée sur ton compte. Pendant des années, j'ai cru que tu n'étais pas assez ambitieuse, pas assez accomplie pour mon fils. Je n'avais pas compris que tu avais sacrifié tes ambitions pour les siennes, tout comme moi pour Robert. Elle a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Tu es une bonne mère, une bonne épouse, et Trevor ressemble trop à son père pour se rendre compte de sa chance. Elle m'a serré les doigts. Mais contrairement à moi, tu as des papiers, tu as des options, et tu as mon soutien. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Suzanne, appelle-moi maman. J'aurais dû te le demander il y a des années. Nous sommes restées assises là. 2 femmes, séparées par une génération, mais liées par la même expérience,
Et quelque chose en moi a changé. Je n'étais pas seule. Cet après-midi-là, j'ai finalisé le document sur lequel je travaillais depuis 2 semaines. Patricia m'avait aidé à le peaufiner. Rachel avait vérifié les calculs 3 fois, et maintenant, c'était prêt. Une facture pour des services rendus pendant 14 ans de mariage. Garde d'enfants, 156 000 $, calculé à 15 $ de l'heure pour 50 heures par semaine pendant 12 ans. Âge d'Emma. Ménage, 19 200 $, 150 $ par semaine pour un grand ménage. Cuisine, 163 800 $, 75 $ par dîner, 5 soirs par semaine, pendant 14 ans. Service d'assistant personnel, 98 000 $, gestion des horaires, des rendez-vous, des obligations sociales, gestion financière, paiement des factures, gestion du budget, subvention pour l'entretien du jardin, 800 $. J'ai tondu la pelouse chaque semaine pendant 6 ans avant d'embaucher quelqu'un. Investissement dans ses études, 60 000 $, mon plan d'épargne retraite pour son MBA. Perte de revenus due à un sacrifice professionnel, 200 000 $. Estimation prudente du total des dépenses moins mes dépenses personnelles calculées sur la même période, 198 000 $. Montant dû, 639 400 $. J'ai été juste, plus que juste. Je n'avais facturé que les heures supplémentaires effectuées en dehors de mes heures de cours habituelles. J'avais appliqué les tarifs du marché, sans les majorer. J'avais déduit mes propres frais, et pourtant, la somme restait astronomique. J'en ai imprimé 2 exemplaires, un pour Trevor, l'autre pour mes archives. Ce soir-là, j'ai attendu qu'il ait fini de dîner. Il avait commandé à emporter et manger seul dans le salon qu'il louait désormais pour 50 $ par jour. « J'ai quelque chose pour toi », dis-je en posant l'enveloppe sur la table basse. Il leva les yeux de son téléphone. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une facture. Tu voulais des comptes séparés et une comptabilité transparente. Voilà le prix de 14 ans de services rendus, calculé au tarif du marché. » Sa main s'est figée à mi-chemin de l'enveloppe. « Tu plaisantes. Je ne plaisante jamais avec l'argent. C'est toi qui me l'as appris. » Il ouvrit l'enveloppe. J'ai observé son visage pendant qu'il lisait. J'ai vu sa couleur s'estomper, puis revenir en un flot de rouge. 600 000 $. Tu es fou? Je suis honnête. Voilà ce que tout aurait coûté si tu avais embauché des gens pour faire ce que j'ai fait gratuitement. Tu es ma femme. C'est un arrangement commercial. Ce sont tes mots. Si le mariage se résume à un partage des dépenses à 50-50e, alors je facture ma moitié du travail. Il se leva et fit les 100 pas. Aucun juge ne validerait ça. En fait, plusieurs l'ont fait. Patricia m'a donné des précédents. Dissipation des biens matrimoniaux. Partage équitable. Les tribunaux reconnaissent la valeur du travail domestique non rémunéré. Son visage devint livide. Patricia, l'avocate spécialisée en divorce. Je ne divorce pas. Pas encore. Mais je me protège et je récupère ce qui m'est dû. Nous n'avons pas 600 000 $. Non, mais j'en ai grâce à grand-mère Rose. C'est drôle comme ça se passe, n'est-ce pas? Le calcul était pourtant simple. Il voulait que mon héritage reste séparé. Très bien. Il était séparé, mais il me devait maintenant plus que la valeur de l'héritage. C'est du chantage. Il a dit, c'est de la comptabilité. C'est toi qui voulais que tout soit détaillé et équitable. Il a pris son téléphone. Je savais qui il appelait. Marc. Oui, j'ai besoin que tu regardes quelque chose. Ma femme a perdu la tête. Je l'ai laissé passer l'appel. Je l'ai laissé faire les 100 pas, gesticuler et expliquer. Je me suis même préparé une tasse de thé. Ce cher Earl Grey que j'avais récemment acheté rien que pour moi. Et je me suis assis pour attendre. 20 minutes plus tard, Trevor a raccroché. Son visage était blême. Alors, ai-je demandé. Marc dit que tu as un droit légitime à un partage équitable si on divorce. Il dit qu'un juge pourrait. Il n'a pas pu finir sa phrase. Pourrait m'accorder une part importante des biens matrimoniaux en fonction de ma contribution impayée. Oui. Patricia a dit la même chose. Il s'est affalé sur le canapé. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes ce que tu as tenu pour acquis. Je veux que tu vois qu'être partenaire,
ce n'est pas juste partager l'addition au restaurant. C'est se soutenir mutuellement. C'est faire des sacrifices. C'est reconnaître que mon temps et mon travail ont de la valeur, même quand il n'y a pas de salaire à la clé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. N'est-ce pas? Quand tu as décidé que mon héritage ne nous appartenait pas, mais que ton salaire, si. Quand tu as acheté une voiture à 60 000 $ alors que je conduisais une berline de 10 ans. Quand tu es parti à Las Vegas avec tes copains pendant que je restais à la maison avec les enfants malades. Il est resté silencieux. Je t'aimais, ai-je dit. Je t'aime encore, d'une certaine façon. Mais je ne te laisserai pas me traiter comme une employée tout en te prétendant mari. Que veux-tu que je fasse? J'ai sorti un deuxième document. Je veux que tu acceptes une thérapie de couple. Une vraie thérapie, pas juste quelques séances pour me donner un coup de pouce. Je veux que nos finances soient vraiment communes, en toute transparence, avec une prise de décision égale. Je veux que tu reconnaisses par écrit que mon héritage est un bien commun, au même titre que ton salaire. Et je veux que tu me rembourses les frais de mon plan d'épargne retraite qui ont servi à financer ton MBA, ainsi que la facture. Considère cela comme pardonné si tu acceptes ces conditions et que tu les respectes. Si tu peux devenir un vrai partenaire. Il a regardé le document. Il me montra la facture. Et si je ne le fais pas, je demande le divorce et on laisse un juge décider de la valeur de ma contribution. Spoiler alerte, ça ne se passera pas bien pour toi. Sa main tremblait en prenant le stylo que je lui tendais. 3 mois plus tard, nous étions à notre 3e séance avec le docteur Morrison, une thérapeute spécialisée dans les problèmes financiers au sein du couple. Trevor avait signé l'accord. Il m'avait fait un chèque de 60 000 $, les 41 000 $ restants. Il m'avait ajouté à tous ses comptes, mais surtout, il avait commencé à faire la vaisselle, à m'aider pour mes devoirs, à me demander comment s'était passée ma journée. Ce n'était pas parfait. Certains jours, j'avais encore envie de lui jeter quelque chose à la tête, mais d'autres jours, je revoyais l'homme que j'avais épousé, celui qui s'était laissé engloutir par le sentiment d'avoir droit à tout et par les suppositions. Suzanne appelait toutes les semaines maintenant. « Comment va ma fille ?» demandait-elle. Elle avait commencé à m'inviter à déjeuner seule, à partager des anecdotes sur son propre mariage, à me donner des conseils. Un soir, alors que je l'abordais, Emma m'avait demandé. Est-ce que papa et toi, ça va aller? Je ne sais pas, ma chérie, avais-je répondu honnêtement. Mais de toute façon, ça ira. Toi aussi, Jake. J'aime bien que tu ne prépares plus le petit déjeuner de papa à moins qu'il ne le demande gentiment, avait-elle dit avec un petit sourire. Ah bon? Oui. Ça m'a fait réfléchir à la façon dont les gens devraient se traiter. Le respect, cette conversation, valait bien plus que n'importe quel montant sur une facture. L'héritage était sur un compte joint à nos 2 noms. J'avais tenu ma promesse, mais j'avais aussi conservé les documents, la facture, les preuves, au cas où, car grand-mère Rose m'avait bien appris. Les papiers ne mentent pas, et les partenariats non plus. Une semaine plus tard, j'étais assise à la table de la cuisine, celle-là même où tout avait commencé. Quand Trevor est rentré du travail, il portait des fleurs. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Des excuses. Des remerciements. » Je ne sais pas. J'ai été idiot. Je ne le nierai pas. Il s'est assis en face de moi. J'ai parlé à mon père aujourd'hui. C'était nouveau. Trevor parlait à peine à Robert. Il a appris ce qui s'était passé par maman. Je suppose qu'il a appelé pour me dire que je faisais les mêmes erreurs que lui. Et il avait raison. J'étais tellement obnubilée par la protection de mon argent que je ne voyais pas que je détruisais notre mariage. Je te traitais comme si tu essayais de me prendre quelque chose alors qu'en réalité, tu me donnais tout. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. La facture que tu as faite, je l'ai montrée à mon équipe au travail. Je leur ai demandé si les chiffres semblaient justes. Trevor. Ils ont dit que tu avais sous-facturé. Ils ont dit que, au contraire, tu aurais dû me construire davantage. Il a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Mon assistante a fait remarquer que son taux horaire est de 45 $ et qu'elle ne cuisine pas pour moi, n'élève pas mes enfants et ne sacrifie pas sa carrière pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que je suis désolée. Vraiment désolée. Et je dis que je veux que ça marche. Pas pour l'argent ni à cause de la menace du divorce, mais parce que je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas devenir comme mon père.
J'ai regardé cet homme que j'avais épousé 14 ans plus tôt. J'ai vu ses cheveux grisonnés, les rides autour de ses yeux, la peur sincère d'avoir tout gâché. Alors ne le sois pas, lui ai-je simplement dit. Sois meilleur. J'essaie vraiment. Je sais. Et je le savais. Je l'avais vu faire des recherches sur le mariage. Je l'avais vu jouer avec les enfants au lieu de simplement être dans la même pièce qu'eux. J'avais remarqué qu'il avait commencé à me demander si j'avais besoin de quelque chose quand il allait faire les courses. Des petites choses, certes, mais ces petites choses ont fait la différence. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, Trevor et moi nous sommes assis ensemble sur le canapé. Pas de location, pas de placement précis des sièges, juste deux personnes qui essayaient de comprendre s'ils pouvaient reconstruire ce qui avait été brisé. « Je peux te demander quelque chose ?» a-t-il dit. « Bien sûr. » Quand vous avez accepté de séparer vos finances dès le premier jour, vous saviez déjà ce que vous alliez faire, n'est-ce pas? J'ai souri. Grand-mère Rose disait toujours, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le, mais assure-toi aussi de lui montrer qui tu es en retour. Tu me l'as montré. Alors, tu as appris quelque chose. Il resta silencieux un instant. J'ai alors compris que juste ne signifie pas égal. J'ai compris que je profitais de toi depuis des années sans même m'en rendre compte. J'ai compris que ma femme est bien plus intelligente et forte que je ne le pensais. Et j'ai compris que j'ai failli perdre ce que j'avais de plus précieux parce que j'étais trop bête pour voir ce que j'avais. Ce n'était pas de la poésie. Ce n'était pas une grande déclaration romantique, mais c'était honnête. Et pour l'instant, c'était suffisant. 6 mois après l'incident de la facture, Suzanne a organisé Thanksgiving chez elle. C'était la première fois depuis des années que toute la famille de Trevor était réunie, y compris Robert, qui était arrivé avec une bouteille de vin d'une délicate attention et des excuses pour ne pas avoir mieux élevé mon fils. Pendant le repas de dinde et de farce, Suzanne leva son verre. « Je veux porter un toast, dit-elle. À ma belle-fille qui a appris à mon fils le vrai sens du partenariat, et à toutes les femmes qui ont dû justifier leur valeur avant d'être reconnues. À la vôtre, ajouta Robert. À la surprise générale, Trevor me prit la main sous la table. Je la laissai faire. Emma nous observait avec l'œil calculateur d'une adolescente de 12 ans qui avait compris que les relations étaient compliquées, mais qu'il valait la peine de se battre. Jake, lui, voulait juste plus de purée. Plus tard, après le dîner, Suzanne me prit à part. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle en me tendant une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 60 000 $. Suzanne, je ne peux pas. C'est pour Robert. Je lui ai demandé de te rembourser les frais du MBA de Trevor. Il a accepté. Il a dit que c'était la moindre des choses. Mais pourquoi? Parce que tu ne devrais pas avoir à payer pour que mon fils apprenne à être un bon mari. C'est notre responsabilité. Elle m'a serré fort dans ses bras. Merci de ne pas avoir baissé les bras. Mais surtout, merci de ne pas avoir baissé les bras. Ce soir-là, je suis rentrée en voiture avec Trevor, les enfants endormis à l'arrière, et j'ai repensé aux 6 derniers mois, aux factures, aux notes de frais et au prix de l'engagement. Grand-mère Rose m'avait laissé bien plus que de l'argent. Elle m'avait donné les outils pour m'apprécier, pour exiger le respect, pour comprendre que l'amour sans contrepartie n'était pas du véritable amour. L'héritage était sur notre compte joint, mais j'avais ouvert un compte d'investissement séparé à mon nom, par précaution, car se protéger et faire confiance ne sont pas incompatibles. J'avais repris mon poste d'enseignante à temps plein. J'avais même passé l'entretien pour le poste de chef de département qui venait de se libérer. Trevor avait réorganisé son emploi du temps pour aller chercher les enfants 2 fois par semaine l'après-midi. Notre relation était-elle arrangée? Non. Le mariage ne se répare pas comme un appareil électroménager. Il se reconstruit brique par brique, choix après choix. Mais nous essayions, vraiment. Et parfois, je repensais encore à cette facture. À l'expression de Trevor en voyant le total, à la douche froide, au thé détaillé, au salon loué. À ces moments où le seul moyen de faire comprendre sa valeur à quelqu'un, c'est d'arrêter de tout donner gratuitement. J'ai souri dans l'obscurité de la voiture. La main de Trevor posée sur mon genou. Nos enfants respiraient doucement sur la banquette arrière. L'équité n'était pas toujours synonyme d'égalité, mais elle valait toujours la peine de se battre.